qu'on va pouvoir, donner la parole, à Dominique Simoneau, qui est, la nouvelle contrôleure, générale des lieux de privation de liberté et qui pourra sans doute nous donner, une image, transversale de ces questions de privation de liberté dans les différents lieux qu'on a explorés, cet après-midi, puisqu'on a parlé, de la prison, des centres de rétention administratifs, et de l'hôpital psychiatrique, qui sont tous, tous les 3 des lieux, hein, pour lesquels, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, est compétent. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Dominique Simoneau en la remerciant, d'intervenir en clôture de cette journée. Bonjour et merci de m'avoir invité. Je vais commencer par un propos un peu ironique et sur la prison. Les femmes sont aussi entre 3,6 et 3,7 de la population carcérale et que nous voilà bien mal récompensés de nous tenir aussi tranquilles par rapport aux hommes parce que on ne peut pas dire que les conditions d'incarcération de femmes soient beaucoup plus joyeuses que celles des hommes et même à certains égards bien pire. Parce que leur faible nombre, notre faible nombre dans les cellules engendre une certaine indifférence au sort des femmes incarcérées. Notamment, voilà, je sais que vous avez beaucoup parlé de ça, mais les, on ne mesure pas, je crois, l'humiliation que c'est, et nous on reçoit parmi les lettres des femmes incarcérées qu'on reçoit, revient sans arrêt ce problème de l'hygiène en prison pour les femmes indigentes qui n'ont pas de quoi se payer, notamment des serviettes hygiéniques ou des protections menstruelles, et qui en viennent à se fabriquer des protections elles-mêmes avec des trucs, des bouts de tissu qu'elles arrachent, des bouts de papier. C'est seulement maintenant, après des années à hurler qu'il fallait y porter attention, qu'on en vient là, maintenant, en prison, à distribuer plus largement ces protections menstruelles, alors que chacune de nous le sait. Je ne crois pas qu'en garde à vue, c'est la même chose, mais imaginez l'horreur que c'est soit d'être gardé à vue, soit de comparaître dans le box d'un tribunal, soit d'être enfermé dans une cellule et en sortir, alors qu'on est démuni face à ce problème des règles et qu'on se voit souillé, taché. Je ne vous parle pas des fouilles qui parfois, on en vient à fouiller les tampons hygiéniques ou les protections. Je veux qu'on imagine ce que ça doit être. Et donc, je trouve que voilà, nous voilà bien mal récompensés de nous tenir si tranquilles. Pourquoi si peu Alors, je voudrais répondre aussi sur 2 sujets plus généraux que vous avez abordés. La psychiatrie en prison, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il faut des mois pour avoir des rendez-vous avec un psychiatre. Et finalement, on évalue à plus de 30% le nombre de personnes atteintes de troubles psychiques graves en prison, qui, de fait de la fermeture des lits que vous avez évoquée, docteur, joue le rôle asilaire que ne joue plus l'hôpital psychiatrique. C'est horrible, c'est honteux. C'est dû à l'état, évidemment, des hôpitaux psychiatriques, à la fermeture des lits, mais je voudrais aussi qu'on imagine ce que c'est d'être enfermé en entendant des voix ou avec les angoisses et les accès, les montées d'angoisse ou de maladies psychiques quand on est enfermé à plusieurs dans une cellule. Il fut un temps où les femmes, au XVIIIe siècle, je crois, elles étaient plus d'un tiers de la population carcérale. La baisse des incarcérations est due à la suppression de certains délits, tels l'avortement,
le vol de bois, de fagots, les chèques sans provision, etc. Mais également un regard du juge parfois plus clément sur la femme délinquante, et, mais à certaines conditions, à la condition qu'elle soit qu'elle remplisse bien le rôle qu'on lui assigne dans la société. Je peux vous raconter 2-3 histoires auxquelles j'ai assisté. Par exemple, quand il s'agit d'une bonne mère gentille, qui s'occupe bien de ses enfants, disons que le regard du juge va être plus indulgent. Moi, j'ai vu comparaître une femme qui était sous curatelle, qui avait 60 ans, elle volait dans les hôpitaux. C'est pas joli, d'accord. Elle se débrouillait pour s'introduire dans les chambres des malades qui dormaient, et elle volait ce qu'elle pouvait. Ce jour-là, elle avait volé 80 €, donc elle est sous curatelle. Il n'y avait même pas d'enquête sociale à son sujet, il n'y avait pas eu le temps de la faire. Et elle raconte, oui, j'ai volé pour fleurir la tombe de mon père et pour nourrir mes chats. Et là, la juge s'est mise à hurler, mais comment voulez-vous, vous croyez qu'on va être indulgent, fait aussi répugnant, aussi ridicule, aussi peu courageux, vous n'avez qu'à voler à franc prix à la poste ou dans le métro. Alors la dame, elle dit, ah ben non, elle dit très bêtement, ah ben non, moi je vole que dans les hôpitaux. Eh ben madame, et je suis déjà allée en prison pour ça. Eh ben madame, ça va continuer. D'ailleurs, les prisons pour femmes ne sont pas surpeuplées, on y vit très bien. Vous alliez être nourrie, chauffée, logée. Au revoir madame, 2 mois ferme. Bon, voilà. J'ai vu aussi une prostituée alcoolique. Alors là, l'alcool chez les femmes, ça passe très mal. Elle était là pour avoir frappé un client ou l'avoir attaqué à coup de couteau, mais les clients n'étaient pas là et ils n'avaient pas été blessés. Il se trouve qu'elle avait vomi dans le dépôt, au dépôt en les geôles du palais. Et là, la femme alcoolique, ça n'allait pas. Et donc, elle s'est fait hurler dessus de la même façon. Et alors que les plaignants n'étaient même pas là, elle est partie pour 6 mois en prison. À contrario, j'ai vu une jeune femme absolument ravissante qui comparaissait pour 6 kilos de shit qu'elle transportait et qui était face à 3 juges qui la regardaient avec émotion. Elle était absolument charmante, elle avait la main sur les seins, on aurait dit une madone. Et finalement, elle a eu une peine extrêmement clémente. Et le juge lui a dit, ne vous en faites pas, là, d'ici 1 mois, vous êtes dehors, madame. Mais voilà, il y a une façon dont on exige de nous, les femmes, qu'on réponde à l'image qu'on attend de nous, c'est-à-dire être apprêtée, jolie, charmante, et non pas qu'on ne souffre pas des mêmes affections que les hommes, à savoir être des escrocs, des pauvres cinglés, des prostituées alcooliques. Ça passe très mal. Et je trouve que c'est très préoccupant ce regard que pose le juge et à travers lui la société sur la femme. D'autre part, en ce qui concerne les centres de rétention, le contrôle général prône, en tout cas pour le moment, en 7 ans de pandémie, j'en ai visité 3 depuis que je suis arrivée au contrôle général, et je suis interloquée, choquée et assez stupéfaite de voir que ces centres sont remplis à 70%, alors qu'il n'existe quasiment aucun espoir, espoir entre guillemets, espoir repartir. Il n'y a pas de vol, les pays d'origine refusent leurs ressortissants, donc on comprend mal pourquoi on dépense tout cet argent, parce que ça coûte très cher, pour ces univers qui sont devenus des univers entièrement carcéraux. Sont si vous voulez, tout est protégé par des cages et des barbelés, et finalement on y trouve moins de droits qu'en prison.
Et à ce propos, le contrôle général, mes prédécesseurs parlaient à propos de l'égalité homme-femme dans les lieux de privation de liberté, d'une égalité des malchances. Je trouve que c'est un très beau terme parce que c'est exactement ça. Il y a une égalité dans la malchance. Et je dirais que cette égalité dans la malchance, elle n'est pas au profit des femmes. Parce que, par exemple, pour les prisons, ce qui concerne les prisons, il y en a, étant donné le faible nombre de femmes incarcérées, il y a peu de prisons pour femmes ou de quartiers pour femmes, ce qui donc éloigne de fait les femmes de leur famille, parce que en ce qui concerne le maintien des liens familiaux, le maintien du droit à la défense, eh bien, elles sont souvent loin de tout. Euh, et ça se répète un peu, ça se répète partout, voilà. Et surtout, ne croyons plus que ces lieux ne sont pas surpeuplés, car il existe beaucoup de quartiers ou de maisons d'arrêt des femmes qui sont surpeuplés eux aussi. Et donc, les femmes, pour nous, au contrôle général, on considère qu'elles font l'objet de discrimination euh, dans leurs droits et dans leur droit au maintien des liens familiaux, des liens avec leurs avocats et plus généralement dans le traitement qui leur est infligé, parce que finalement, le regard qu'on a sur la femme incarcérée est très sévère. Euh, il est, il est parce qu'on pardonne moins les déviances aux femmes qu'on les pardonne aux hommes. Et j'aimerais bien qu'on s'interroge là-dessus et sur le fait que, par exemple, on nous enlève nos soutiens-gorge, on nous laisse. Là, on a reçu la lettre d'une femme qui était, j'allais dire incarcérée, mais non, elle était enfermée dans un centre de rétention. Elle avait ses règles, elle n'avait pas de sous-vêtements de rechange, elle n'avait pas de vêtements de rechange, elle n'avait rien, rien. Et il a fallu que, je ne sais plus si c'est l'ANAFE ou non, c'est pas l'ANAFE, ou la CIMAD qui a dû en urgence aller lui trouver de quoi se vêtir normalement et réparer l'indifférence dans laquelle on l'avait laissé. J'ajoute que il se trouve que les femmes, quand elles sont examinées, les examens, euh, les examens médicaux, quand elles sont, quand elles sont accompagnées soit de surveillantes, il arrive que les surveillantes assistent à l'examen médical, qu'il soit gynécologique ou autre, et c'est une humiliation, à mon avis, suprême. Il est arrivé que des femmes accouchent entravées, attachées, opérées, attachées. Euh, J'imagine que vous devez vous demander pourquoi sont-elles attachées quand elles accouchent. Euh, je vois mal qu'on s'échappe, qu'on puisse s'enfuir tout en accouchant. Et donc, c'est cette espèce d'indifférence à ce faible nombre de femmes enfermées euh, qui, loin donc de récompenser les efforts pour se tenir dans la norme, en vient à discriminer plus la femme. Et je voudrais, pour finir, vous parler des mineurs dans les centres éducatifs fermés ou dans les quartiers des mineurs ou des quartiers mineurs des prisons, où les filles sont les grandes oubliées, je dirais. Elles sont déjà les grandes oubliées dans les foyers de l'enfance. Euh, Elles sont pareillement oubliées, si vous voulez, quand elles sont dans les quartiers mineurs des prisons. Eh bien, comme il y a plus d'hommes, comme il y a plus de garçons, eh bien, elles passent après pour les promenades, elles passent après pour tout. Euh, dans les centres éducatifs fermés, eh bien, c'est elles, évidemment, que les garçons attendent, ramassent à l'entrée des centres et font semblant de tomber amoureux.
et puis les prostituées. Tout ça dans une espèce d'impuissance, d'oubli généralisé qui fait vraiment, je vais vous dire, ça soulève le cœur. Et j'ai du mal dans les centres éducatifs que j'ai visités et avec les éducateurs avec qui j'ai parlé, revient ce même sentiment. Elles sont les oubliées. Et voilà, je trouve que c'est pas juste. C'est pas juste quand on songe que on déconne moins que les hommes. Et si vous avez des questions, ben moi j'aime autant répondre aux questions que me lancer dans de grands discours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique Simonneau, pour ces réflexions. Alors, on n'avait pas prévu normalement de temps d'échange, mais comme vous avez lancé une invitation à poser des questions, on peut peut-être en prendre 2 ou 3 si quelqu'un veut poser une question à Dominique Simonneau ou faire une remarque. Alors, il y a une question qui est: quel est votre pouvoir? Donc, j'imagine que ça concerne la compétence du CGLPL. Oui, je comprends parce que c'est une question qui revient souvent, puisque nous n'avons pas de pouvoir d'injonction. Nous n'avons qu'un pouvoir de recommandation, un pouvoir d'alerte de l'opinion publique, un pouvoir, dès que je suis arrivée, par exemple, et mes prédécesseurs ont fait de même, on a alerté les ministres de la Justice, de la Santé et de l'Intérieur sur la situation des centres de rétention, des prisons, des hôpitaux psychiatriques par rapport à la pandémie. On a réclamé que dans des lieux aussi confinés, le personnel et les détenus ou les retenus ou les malades, les patients dans les hôpitaux psychiatriques fassent l'objet de vaccination en priorité, ou au moins qu'on reprenne en prison les ordonnances du printemps qui avaient permis la libération de quelques milliers de prisonniers avant leur fin de peine afin de desserrer l'étau. Parce que si le virus entre en prison, c'est une catastrophe. Là, il y a un énorme cluster à la prison de Tours. Ils étaient 65 au début du mois de mars. Ils sont plus de 100 aujourd'hui. Et là, il y a un stop écrou qui a été décidé à Tours. C'est donc que c'est possible. Pour le moment, on se heurte, c'est vrai, à l'indifférence des pouvoirs publics, mais moi, je ne désespère pas. Je pense que l'opinion publique est capable d'entendre ça. Et puis, notre pouvoir de recommandation, il fait aussi que dans les endroits où nous allons, nous discutons avec les équipes que nous voyons, nous leur soulignons ce qui va, ce qui ne va pas, nous leur donnons acte de leurs bonnes pratiques, mais nous leur donnons acte également de ce qui ne va pas du tout. Et il arrive souvent, et de plus en plus souvent, je dirais, que nos recommandations soient localement suivies et qu'on puisse ainsi, ce qu'on pense, c'est à élaborer un guide des bonnes pratiques pour tous les lieux différents qu'on visite afin d'en faire un guide. Et si je ne pensais pas tout révolutionner en arrivant, je sais bien que je ne pourrais pas, malheureusement, mais je me dis, en discutant avec mon équipe, on s'est dit que faire avancer les choses petit à petit pour les gens dont on défend les droits, eh bien, ça paraît peu peut-être pour vous, mais c'est beaucoup pour eux et peut-être c'est beaucoup pour nous aussi. J'ai pas Merci. lu la question qui s'affiche. Alors, la question suivante, elle concerne la situation des personnes trans. Est-ce que vous avez déjà pris position ou rendu un avis sur la question? Eh bien, figurez-vous que 2 contrôleurs sont justement chargés de ça et que l'avis ne va pas tarder à sortir, oui. Outre le fait que beaucoup de recommandations aient été émises sur le sujet par mes prédécesseurs.
Et là, ce sera un avis spécialement dédié aux personnes. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Donc, il y a aussi des remerciements, voilà, plusieurs messages qui remercient l'ensemble des conférenciers pour cette demi-journée. Oui, Jean Froin a une question. Voilà. Vous m'entendez? Oui, ce n'est pas vraiment une question, c'est que je crois qu'on arrive donc à la fin de ce webinaire et je tenais, avant que les personnes s'en aillent, de remercier vraiment très profondément tous les intervenants. Et donc, voilà, je crois qu'on a fait là une bonne après-midi. On ressent bien que toutes les pistes sont ouvertes pour faire des choses. Simplement, il faut en avoir la volonté et puis aussi peut-être les moyens militants. Et ça, c'est quelque chose un peu difficile aujourd'hui. On a du mal forcément à avoir des gens qui peuvent s'engager dans des choses, mais en y réfléchissant bien, on peut faire des choses localement, tout en, comme on dit, penser globalement et agir localement. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci à tous et ben, je pense que c'était le mot de la fin.